Togo après la pluie, le beau temps, c'est une question, c'est le thème sur lequel nous allons plancher ce soir avec notre invité Orphée Adom, coordonnateur du collectif des jeunes pour le développement. Bonsoir Monsieur Adom. Bonsoir. Alors d'abord, je vais vous faire réagir sur ces sommets que le Togo abrite. Déjà depuis ce lundi, le Togo accueille le sommet CEEAC-CEDEAO et puis il y aura le sommet de l'UEMOA et le sommet de la CEDEAO. Un Togo qui Lomé qui se repositionne comme une capitale des grandes nations. Qu'est-ce que ça vous dit? Mais ça m'inspire la fierté. Enfin, je félicite en tout cas le chef de l'État et puis avec tous ceux qui ont travaillé pour organiser ça. Ça redonne la fierté, ça remet notre pays à sa place. On commence à retrouver donc le Togo dont on a toujours rêvé, c'est-à-dire le carrefour des rencontres et des rencontres internationales. Alors, est-ce que vous aussi, vous êtes un peu dans l'expectative du 31 juillet comme tout le monde, c'est-à-dire demain, où la CEDEAO va se prononcer sur la situation togolaise? Dans l'expectative, non. On sait que le 31 allait arriver et bon, il est arrivé. Et vous l'attendiez de pied ferme? Nous attendions quand même voir cette feuille de route, à quoi elle va ressembler. Mais bon, on ne se fait pas d'illusions. On sait quand même que qu'est-ce qu'on va noter qu'on nous a pas encore dit. Donc il y aura, je pense que les facilitateurs, que ce soit la CEDEAO, les chefs de gouvernement et les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, ont eu tous les éléments à leur disposition pour pouvoir venir avec une feuille de route qui va, j'espère, nous permettre de mettre définitivement derrière nous cette crise qui n'a que trop duré. Je parle de la crise politique. Est-ce que pour vous, au CJD, le beau temps s'annonce déjà? Après demain, en tout cas. Au CJD, nous, vous savez, si vous regardez nos actions, nous n'avons pas nécessairement attendu une quelconque feuille de route pour agir. Nous l'avons dit d'ailleurs. Parfois, on nous fait ces reproches-là qu'on devrait attendre que la crise se décante, peut-être avant d'entreprendre certaines actions d'ordre social. Et nous disons que non, les deux doivent aller de concert et en parallèle. Et c'est ce que nous avons continué à faire. Quelle que soit la feuille de route, ça s'applique aux acteurs politiques, ceux qui ont donc ou engendré la crise politique. C'est à eux d'appliquer la feuille de route. Nous sommes de la société civile. Ça nous concernant aussi, mais je pense que si vous avez observé, nous avons pris toutes nos responsabilités depuis cette crise. La CEDEAO, les chefs de gouvernement et les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO avaient déjà recommandé qu'il ne faut plus poser d'actes de nature à perturber la paix, ou en tout cas la paix non seulement de notre pays, mais de la sous-région. C'est ce qu'on a tâché de faire. Nous n'avons pas posé un acte qui a pu mettre en cause cette paix. Bien au contraire, nous avons constamment demandé à ce que qu'on réapprenne à vivre ensemble et qu'on préserve cette paix. Donc cette feuille de route, j'imagine, ne pourra que venir confirmer cet état d'esprit. Ça fait partie aussi de l'un des reproches qu'on vous fait, c'est que au niveau du CJD, vous évoluez comme si de rien n'était, c'est-à-dire pour vous, c'est la paix, vous ne tenez pas compte de l'existant, de tout ce que le pays traverse et vous n'avez pas envie que ça change. Non, c'est que du contraire, c'est pas vrai. Parce que le reproche que nous fait souvent, on nous fait malheureusement un reproche plutôt d'ordre politique. C'est souvent les acteurs politiques qui nous font ce reproche-là. Ou en tout cas ceux qui... on se rappelle, on vous a même qualifié d'aile marchande. Et nous avons dit quoi? Parce que nous agissons là où les autres disent il faut tout arrêter, il faut attendre que ça se passe. Je rappelle que le CJD, c'est un collectif des partenaires, donc un collectif d'associations, d'hommes d'affaires. Et lorsque nous avons nos partenaires, par exemple, qui doivent encore acheminer leur transport de Lomé à Saint-Cassé, est-ce qu'ils doivent aussi s'arrêter lorsque les gens manifestent et qui doivent bloquer les routes? Qu'est-ce qui se passera alors pour ces acteurs-là? Donc non, nous pensons que la crise peut se résoudre, elle doit se résoudre et elle sera résolue. Mais parallèlement, je parle toujours de la crise politique, mais parallèlement, la crise socio-économique, on doit s'attaquer à elle. On souffrait plutôt d'une crise socio-politique. Nous l'avons toujours dit, et nous avons dit que notre rôle, c'est quand même d'accompagner le gouvernement dans ses efforts et surtout les actions du président de la République pour qu'on puisse amplifier donc tous les projets sociaux, sans oublier que c'est un mandat, nous sommes dans un mandat social.
tous les projets sociaux qui sont engagés aillent à leur terme et surtout qu'ils connaissent un succès. Et c'est ce que nous faisons. Donc maintenant, si on nous dit, oui, bon, il y a un problème, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la sécurité, nous disons, eh bien non. Parce que lorsque nous avons lancé le AGECO bâtir la cité au mois de juillet 2017, eh bien, il n'y avait pas un problème de sécurité ni de paix ici. Et tous nos partenaires qui étaient venus, ils étaient venus parce que, le pays connaissait une croissance admirable, donc plus de 5 points. Notre pays était totalement en paix. Nous n'avions pas de problème ni de circulation, ni d'entreprendre, ni dans ces actions, ni dans tout ce qu'on faisait, on le faisait comme si vraiment il y avait aucun problème. Mais il y avait ce problème-là de problème économique, c'est-à-dire qu'il y avait les jeunes qui n'avaient pas suffisamment d'emploi. On est conscient, c'est toujours le cas, ça s'est même empiré avec cette crise. Donc du coup, nous sommes montés au créneau pour demander que les acteurs politiques tiennent compte aussi de cet état-là. Et qu'ils ne puissent pas... Parce que suite à une crise socio-économique, si on vient greffer, on vient aggraver cette crise-là par une crise politique, vous voyez ce que ça nous donne? Ça nous donne une décroissance, ça nous donne des pertes d'entrées fiscales, et puis ça nous donne alors d'autres problèmes économiques auxquels peut-être on ne s'entendait pas. Mais bon, les adversaires politiques diront que c'est très bien fait parce que c'est ce qu'ils recherchaient. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le parallèle est très vite fait entre crise socio-économique, comme vous l'entendez, et la situation politique? Parce que pour les gens, s'il y a difficulté socio-économique, c'est parce qu'il y a un système qui ne veut pas ouvrir les vannes. Le parallèle qu'on fait souvent, je pense qu'il ne faut pas qu'on utilise cela à des fins plutôt égoïstes, parce que nous l'avons dit aussi, lorsqu'il y a une crise, et ce n'est pas dans notre pays seulement, quel que soit le pays, quel que soit le système, vous le voyez, vous pouvez prendre pays par pays, vous verrez que les situations ne sont pas aussi roses qu'on tend à nous le peindre. Chez nous, il s'agissait de quoi? Il s'agit quand même, j'ai parlé de cette croissance. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une croissance, c'est mauvais pour le pays. Bon, maintenant, il n'y a pas de croissance là où il y a une décroissance. Est-ce que ça, c'est meilleur? Non. Ça vient aggraver la situation qui était peut-être pas reluisante, pas totalement brillante en ce moment-là. Bon, celui ou celle qui fait aggraver une telle situation, nous avons dit que ces personnes-là doivent prendre leurs responsabilités et assumer. Parce qu'on ne peut pas juste dire « Ah, tout est la faute d'un camp ou d'un et puis, soit on n'a rien à se reprocher ». C'est d'ailleurs irresponsable de raisonner comme ça. Chacun devrait alors prendre ses responsabilités et il sera aussi jugé par rapport à ça. Mais est-ce que vous comprenez quand beaucoup attendent, puisque nous parlons d'ici, après la pluie, le beau temps, quand beaucoup attendent justement de la rencontre de demain, c'est-à-dire le catalyseur d'un nouveau départ pour le pays? Nous l'espérons. Bon, d'abord, il faut saluer tous les efforts que les facilitateurs ont fournis pour aider. Mais bon, nous sommes allés les chercher. Nous sommes allés chercher ces facilitateurs-là pour venir nous aider. Et nous regrettons ça. Nous avons dit que les acteurs politiques auraient pu mettre un peu plus d'intelligence négociationnelle qui leur permettrait donc de s'asseoir et puis de négocier. Il est question de quoi? Il est question tout simplement que il y avait une volonté de réforme. Vous avez pu le remarquer. Le 5 septembre 2017, il y a eu un conseil des ministres qui a envoyé un avant-projet de loi à l'Assemblée. Mais il y en a qui ont brillé par leur absence. Ils ont préféré, quand je dis il y en a, je parle des forces de l'opposition. Et les députés de l'opposition ont préféré déserter, se retrouver plutôt dans la rue aux côtés d'un parti qui, lui, n'était pas au Parlement. Mais aujourd'hui, quand même, tout le monde semble un peu s'arc-bouter à ce projet de loi du 5 septembre, en oubliant peut-être les antécédents. Il y a eu beaucoup de projets de loi qui sont allés, soit ont été carrément rejetés ou bloqués par la majorité actuelle. Mais soit... Et puis après, ça n'a pas empêché d'avoir d'autres lois qui ont été votées, qui n'étaient pas de gaieté de cœur quand même. C'est le jeu démocratique. Malheureusement ou heureusement, c'est le jeu démocratique. Il y a une majorité, il y a une opposition. Il faut que les uns et les autres soient force de proposition. Il faut qu'ils viennent là, sachant qu'ils sont dans un esprit constructif, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils fassent leur travail l'opposant. Nous comprenons, nous ne sommes pas quand même dupes. Le peuple comprend ça aussi. Mais à partir du moment où on dit qu'il n'y a pas
de réforme. On ne veut pas réformer, alors qu'il y a un avant-projet de loi qu'on dit peut-être qu'il devait être amendé. Oui, c'est leur rôle de l'amender, donc de discuter, de dialoguer. La preuve, nous avons dit que quel que soit ce que ils vont faire dans la rue, à la fin, ils devront revenir autour d'une table et dans l'hémicycle pour pouvoir nous voter la loi et faire ces réformes. Nous étions tous, et nous sommes toujours tous demandeurs de réformes, y compris le premier magistrat, c'est-à-dire notre président de la République. Le chef de l'État a pu prendre courageusement ces décisions-là, mais nous n'avons rien compris parce que dans une démocratie, les choses s'obtiennent aussi étape par étape. Voilà une étape totalement gâchée. Et puis nous avons perdu un an. Et si ce n'était que cette perte-là matérielle, il y a aussi des pertes humaines, des vies humaines qu'on a eu à déplorer. Est-ce que nous pensons que c'est comme ça que nous allons construire nos démocraties? Donc il faut qu'on revienne vers un esprit beaucoup plus consensuel lorsque nous avons des crises. Et puis qu'on apprenne à le faire. Si on revient alors sur notre sujet qui nous concerne, le 31, nous ne pensons pas qu'il y aura un Big Bang, on se reverra comme toujours. Justement, et que le 31, le 1er août ne va pas changer. Oui, mais vous avez écouté le ministre Bawara qui a dit que le 1er août, tout le monde comprendra. Et peut-être il a raison, tout le monde comprendra qu'il y a une feuille de route qu'on n'avait pas, avant le 1er août. Donc oui. Oui, ça dit fondamentalement quelque chose va changer quand même. Eh ben, je ne sais pas, mais en tout cas, nous savons que nous attendons une feuille de route. On aura le premier. Maintenant, quel schéma s'il y a d'autres informations que... Quel schéma de feuille de route vous avez à l'esprit? Comment vous voyez cela? C'est vrai que vous n'êtes pas dans le secret des dieux, mais... J'espère que vous non plus, parce que... Bien sûr, personne. Sinon, j'imagine que les facilitateurs ou les chefs d'État, ils n'ont plus rien à faire. Non, on l'attend, on va attendre patiemment. Nous sommes à quoi? À quelques heures, allons-y. Mais la CEDEAO va couper la poire en deux, c'est tout? Nous n'en savons rien. Mais dans tous les cas... Parce que... Vous savez, ce que nous savons, par contre, c'est que la CEDEAO ne va pas venir imposer une quelconque loi. Mais vous avez dit vous n'en savez rien. Non, je dis ce que nous savons. Par contre, si vous n'en savez rien, c'est que vous n'en savez rien. Soyons réalistes. Oui. Nous vivons quand même dans un pays qui a des lois. Nous ne sommes pas un pays qui n'a pas de loi. Nous sommes encore dans un pays souverain. Il ne nous a pas échappé. Donc la CEDEAO a des règles. Elle va dire par rapport à ces règles-là et par rapport aux lois d'un pays. Donc, ils ne vont pas... Quand les gens spéculent, je me dis, mais de quoi on est en train de parler? Les mêmes chefs d'État, ils ont dit ici, je crois que c'était le 27 juin, et qu'il faut absolument s'apprêter à aller aux élections. Quel que soit ce qu'on va faire, à la fin de mai, à la fin de ce processus, on ira, ça finira par les urnes. Et c'est dans les urnes qu'on va départager les uns et les autres. Attendez, le CJD, lui, l'a dit déjà le 28 mai. Nous avons dit, mais si on regarde tous ces partenaires qui sont avec nous, tous comment on les appelle, les G5, les États de la CEDEAO, que ce soit les autres observateurs, ils ont dit la même chose, qu'il va falloir à un moment donné donc s'organiser pour aller aux élections. Alors pour aller aux élections, qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur le processus électoral. Nous ne voyons pas donc ces acteurs dits donc de l'opposition avoir cette volonté-là de travailler pour améliorer le processus électoral. Ça se fait en allant à la CENI, ils n'y sont pas. Ça se fait aussi en s'asseyant autour d'une table en disant voilà les points à améliorer, les points d'attention sur lesquels on doit travailler, ils n'y sont pas non plus. Et là, ça nous interpelle en tant qu'acteurs de la société civile qui observons qu'est-ce que nous remarquons que d'un côté, il y a quand même une bonne volonté d'avancer dans les actes, dans la parole, nous le voyons. Et puis de l'autre, on voit qu'il y a des gens qui sont radicalisés. Revenons par exemple sur cette histoire qu'on dit les gestes d'apaisement ou les mesures d'apaisement. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu quand même que du côté du pouvoir, il y a eu des mesures concrètes d'apaisement. Nous avons eu les prisonniers, et ça, c'est leurs adversaires opposants qui l'ont demandé, qui ont été libérés, y compris les prisonniers des incendies. Nous avons vu une grâce présidentielle. Nous avons vu les mêmes donc, acteurs de l'opposition aller circuler librement donc à Sokodé, Bafilo, Mango. Ben, est-ce que ça, ce n'est pas de nature à montrer aux Togolais, aux Togolais moyens, qu'il y a eu des gestes d'apaisement qui ont été posés, qu'il y a eu vraiment des mesures d'apaisement qui ont permis cela? C'est ce qu'ils ont demandé, ils l'ont obtenu. Mais en face, il faut qu'on voit aussi en retour les mêmes
Ça dit que peut-être l'équivalent d'ouverture et d'apaisement, parce que nous avons besoin d'un pays apaisé. C'est la vision de CJD. Au CJD, notre vision, c'est de vraiment se battre pour l'avènement d'une nation togolaise apaisée, véritablement apaisée, dans lequel le vivre ensemble devient absolument un réflexe. On trouve normal de vivre ensemble dans la paix. Mais alors, c'est vrai qu'on pense que peut-être les lendemains de demain sera du beau temps, mais vous écoutez aussi un peu les déclarations de part et d'autre où certains disent si la CEDEAO faisait des recommandations qui n'allaient pas dans le sens du peuple, eh bien nous appellerons le peuple à manifester. Ça vous fait craindre quelque chose? Si, avec les si, on ne bâtit pas Paris. Non, les États, enfin, ils vont venir proposer ce qu'ils ont à proposer. C'est des gens absolument responsables et ils prendront aussi leurs responsabilités. Ils ne sont pas là pour jouer. On n'est pas dans une cour d'enfants. C'est pas un jardin d'enfants. Les gens là vont venir ici avec en tête les éléments qu'ils ont. Ils apprécieront et ils vont. Nous leur faisons entièrement confiance pour pouvoir nous présenter une feuille de route qui tienne la route et qui puisse être dans l'intérêt donc du peuple, donc dans l'intérêt général de notre pays. Mais en fait, ils ne viennent pas ici. Ce que les gens disent quand même, c'est que ou pour arranger l'autre. Oui, mais ce que les gens disent, c'est qu'il y a quand même 15 États dans la CEDEAO, dont le Togo, et que actuellement dans aucun des 14 États restants, il n'y a eu un régime qui est toujours au pouvoir. Donc, ils ne veulent pas se voir imposer une personne qui va continuer. C'est ce que les gens disent en tout cas. Attendez, c'est incroyable, ça. C'est pas la CEDEAO qui vient nous imposer. D'abord, vous parlez de quelle personne? On nous impose quelle personne? Nos élus qui sont là, nous les avons élus au Togo. Les acteurs qui sont là, ils sont allés à ces élections-là. Il faut qu'on parle. Lorsque nous parlons... Nous parlons du chef de l'État. Nous parlons du chef de l'État. Il a été élu en 2015. Il a été élu à plus de 58%. Oui. Ça est reconnu. Ses adversaires étaient à ces élections. Alors, de quoi nous causons alors? Lorsqu'on parle de ça, j'ai du mal un peu à comprendre parce que finalement, dans ce jeu démocratique, on a validé ces élections. Ça s'est donc confirmé en loi constitutionnelle, dont notre Cour constitutionnelle a reconnu et a validé. Et tous les observateurs ont pu aussi valider, donc la communauté internationale a validé. Je ne comprends pas de ce que nous parlons. Ce qui s'est passé le 19 août, c'était une tentative de prendre le pouvoir par la rue. C'était une tentative de prendre le pouvoir par la rue. Nous l'avons toujours dit aussi. Les jeunes sont jamais sortis pour prendre le pouvoir par la rue. C'est parce qu'il y a eu de part et d'autre un excès de langage que ça a donné ce que ça a donné. Vous vous rappelez la conférence de presse des ministres la veille? Oui, mais merci. Et on a vu ce qui est arrivé après. Peut-être on s'est dit on aurait évité ça, qu'on n'aurait pas eu ça. Oui, on aurait. Sauf que je dis, à ce moment-là, il y a eu des gens qui étaient dans la rue et qui l'ont dit, ils ont expliqué. Puisque les gens ont refusé d'aller négocier parce qu'ils disent qu'ils ne négocient plus, c'est trop, il faut dégager. Nous avons vu ici, les gens parlaient de Formasgo, du dégagisme dont nous avons dénoncé, en disant que ça, ce n'est pas de nature à préserver notre paix. Et ce n'est pas non plus de nature à améliorer nos conditions. Nous le voyons dans les chiffres aujourd'hui, que ça a détérioré les conditions de vie. Ça n'a pas amélioré. Ça, c'est un. Deux, je dis qu'il y a les institutions. Qu'on aime ces institutions ou pas, c'est celles que nous avons. Il faut œuvrer, il faut travailler à améliorer ces institutions-là. Et on le fait comment? On ne le fait pas dans la rue, on ne le fait pas en criant, on le fait en travaillant effectivement et en collaborant, en travaillant ensemble les uns avec les autres. Maintenant, lorsqu'il y en a qui pensent que les chefs d'État vont venir peut-être pour dégager un et mettre l'autre, je dis que bon, là on rêve. Lorsqu'on dit aussi que notre pays est le seul dans la sous-région qui n'a pas connu d'alternance. Je dis, mais attendez, lorsque nous voyons, c'est la faute à qui? Parce que ce que nous oublions toujours, c'est qu'il faut être deux pour danser un tango démocratique. Il y a l'opposition, mais apparemment cette opposition ne semble trouver rien, absolument rien à se reprocher. C'est-à-dire qu'elle pense qu'elle est parfaite, c'est toujours la faute donc du parti au pouvoir. Mais non, est-ce que l'opposition qui est là est en mesure de pouvoir travailler pour nous montrer l'alternative? Nous parlons d'alternative avant l'alternance. Ceux qui ont été présentés n'ont pas été l'alternative. Il faut qu'ils puissent nous montrer l'alternative. Il faut qu'ils viennent avec un projet alternatif de société. Il faut qu'ils travaillent là-dessus. Constamment, ça fait 1 an, par exemple, nous le disons. Il faut d'ailleurs qu'on forme aussi les jeunes à comprendre cela. Ils vont venir devant le peuple en présentant un projet alternatif, donc de nature à servir d'alternance politique lorsqu'ils seront élus. Et il faut qu'on puisse leur faire confiance là-dessus. Maintenant, est-ce que c'est ce que vous voyez?
Il suffit pas juste de crier, tiens, il y a quelqu'un qui est au pouvoir et celui-là est trop longtemps au pouvoir. Il est au pouvoir parce que nos tests le permettent, il est au pouvoir parce qu'il a été élu, il est au pouvoir légalement. Et il n'a pas été seul, il n'est pas allé seul aux élections. Ils sont allés ensemble, il a battu ses adversaires. Nous regardons cela. Est-ce que c'est ça? On ne peut pas encourager cette façon de faire cette démocratie-là, cette démocratie progressive, où nous savons que, ok, peut-être les choses ne sont pas parfaites, mais nous devons travailler pour les parfaire. Ce ne sera jamais parfait. Il n'y a aucune démocratie qui est parfaite. Mais notre ici, si nous devons travailler et qu'il y a des réformes à faire, les uns, on ne sait pas pour quelle raison, ce n'est pas à cause, nous ne croyons pas que c'est à cause du bout de phrase que les gens n'ont pas voulu nous obtenir la limitation de mandat, les élections à deux tours, etc. Vous voyez? Donc il faut quand même que les acteurs politiques clarifient donc ce débat-là pour le peuple. Est-ce que vous pensez qu'après demain, c'est-à-dire demain mardi, c'est le 31, le mercredi, les gens risquent de déchanter? Lesquels gens risquent de... Qu'est-ce que ces gens-là qui risquent de déchanter? C'est pourquoi je dis que nous restons absolument réalistes et nous faisons confiance donc aux chefs d'État qui vont venir. Et ils sont déjà là. Oui. Bon, voilà, pardon. Ils sont là chez nous. Et on passe ça aussi sous silence. Vous imaginez, c'est la première fois que nous avons la CEDEAO et la CEAC ensemble dans notre pays. Et puis, n'en parlons pas, c'est comme si ça semble totalement naturel. C'est une première. Je sais pas, c'est peut-être pas ce qui intéresse les gens. Hein. Les gens sont plus préoccupés par leur quotidien. Aujourd'hui, c'est pas l'arrivée des chefs d'État peut-être qui les intéresse. Alors, qu'est-ce que les chefs d'État là, si par exemple la sécurité n'intéresse pas des piratages, on parle de notre sécurité, de notre paix. Et on dit aussi, on parle de libre circulation des peuples, des marchandises. Ça, c'est des discours qu'on a toujours tenus, mais dans la réalité, les gens n'ont jamais vu de changement. Je rappelle simplement que la semaine dernière, le pasteur Edo, comme président du mouvement Martin Luther King, a vécu un enfer au Ghana qu'il a mis sur les plateformes, alors que le chef de l'État togolais est présent en exercice de la CEDEAO et dès qu'il a pris fonction, il s'était rendu à la frontière. Mais rien n'a changé. La frontière nigériane est tenue par des voyous qui font la loi là-bas. Rien n'a changé. Donc, dans le discours, il y a de bonnes intentions, mais dans les faits, rien. Alors, donc, nous pouvons alors dire merci à notre chef de l'État d'avoir réussi à ramener alors tout le monde pour leur dire voilà le problème qui se pose. Et c'est ce qu'il a réussi. Bon, en étant ensemble, mais il peut leur expliquer. Il peut expliquer à d'autres chefs d'État. Voilà le problème. Oui, mais entre savoir et ne rien faire. Parce que là, c'est une première. Il faut des gens qui agissent, mais courageusement, et qui soient capables de dire, voilà une réalité. Il faut on s'attaque à ça et qu'on résolve. C'est ce qu'il fait. Il s'attaque aux problèmes les uns après les autres. Il arrive à les résoudre. D'autres sont beaucoup plus coriaces. Là, il demande de l'aide. Et puis, nous sommes là aussi. Nous devons faire notre part de chemin. Nous, les citoyens, nous, le peuple de la CEDEAO, nous, peuple d'Afrique occidentale, d'Afrique centrale. Voilà. Et c'est ensemble aussi, lorsque le monsieur là, de Martin Luther King, le pasteur Edo, ce n'est pas une exception. Nous tous, nous passons là au Ghana. Nous voyons ce qui se passe. Si vous voyez les commerçantes, ce qu'elles souffrent, leur calvaire lorsqu'elles doivent passer avec les marchandises, c'est tout ça qui fait qu'un sommet comme ça est très important. Vous disiez... Non, mais ce n'est pas des sommets qui ont manqué. Oui, mais celui-ci, je vous dis que c'est un premier. Il n'a pas manqué parce qu'il n'a jamais existé. C'est un premier. Donc celui-ci, on devait quand même, il est particulier, on devait le saluer et au moins reconnaître à notre pays, lorsqu'il arrive à réussir aussi de si grands challenges, de le reconnaître. C'est une chose importante qui a été faite et c'est un pas important qu'on vient de poser. Voilà. Merci beaucoup, Orphée Addo. Merci d'être passé dans cette émission. Oui, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes le coordonnateur du collectif des jeunes pour le développement. Et nous, on marque maintenant la pause. Et puis, juste derrière la pause, on retrouve les invités pour Regard Croisé.